Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter notre expérience récente sur le Life Nature Adapt. Donc, je vais partager mon écran. Voilà. Est-ce que c'est bon pour vous? Tout à fait, on voit. Ok. Donc, voilà. Donc, on va vous présenter avec Emilien ce matin. Donc, notre expérience de la méthode du Life Nature Adapt et ce que ça a pu changer dans la gestion du site. Pour commencer, une petite vidéo pour vous présenter le site de la réserve naturelle de l'îlot des Niges. Créée en 1980 et gérée par la LPO pour le compte de l'État, la réserve naturelle nationale de l'îlot des Niges est située sur l'île de Ré au cœur de la baie du Fier d'Ars. Couvrant un peu plus de 235 hectares, le site se divise en deux entités, une partie terrestre soustraite à la mer à la faveur d'endiguements successifs. Composée d'anciens marais salants, ces lagunes accueillent des espèces menacées comme l'anguille ou la tolipelle saline, espèce végétale rare, ainsi que la plus forte concentration d'oiseaux d'eau de l'île de Ré à marée haute. À cette zone s'ajoute une partie maritime, surface d'estran totalement émergée à marée basse, composée d'anciens marais endigués, repris par la mer à la fin du XIXe siècle où s'est développée une végétation de présalé, et de vasières où viennent s'alimenter de nombreux oiseaux. Et le changement climatique dans tout ça. L'élévation du niveau marin est déjà une réalité, plus 10 cm sur les 40 dernières années. Et les submersions marines pourraient être plus fréquentes, une tous les 10 ans en moyenne. Sans oublier la hausse des températures extrêmes, l'acidification des eaux marines pour ne citer que. Alors quel futur pour la réserve naturelle dans ce contexte? Quel choix de gestion prendre dès aujourd'hui et pour les années à venir? Comment préparer le site aux impacts du dérèglement climatique? Autant de questions auxquelles la LPO a essayé de répondre dans le cadre du projet Life Nature Adapt. Donc bonjour à tous, c'est Emilien. Avant de redonner la parole à Jean-Christophe, donc chargé de mission sur le Life Nature Adapt pour la LPO, je vous propose de faire une petite aparté sur le projet Life Nature Adapt en quelques mots. Donc un projet qui est coordonné et porté par Réserve naturelle de France avec plusieurs partenaires, dont la Ligue pour la protection des oiseaux. Et donc ce projet, l'objectif, c'est d'adapter la protection de la nature aux défis du changement climatique en France et aussi plus largement en Europe, puisqu'on est sur un projet à dimension européenne. Et du coup, pour répondre à cet objectif-là, le LIFE du coup a créé et est en train de créer différents outils, dont certains que je vous propose de prendre connaissance aujourd'hui. Donc le LIFE, en quelques mots, c'est déjà une méthodologie qui permet, on va dire, à un gestionnaire d'aires protégées, comme pour la réserve naturelle de l'îlot des Niges, de pouvoir mener une démarche d'adaptation au changement climatique. C'est aussi une formation en ligne et du coup, j'en profite, Jean-Christophe, si tu peux activer l'extrait de cette formation en ligne. Donc, c'est un petit peu une avant-première, premier résultat donc de cette formation qui sera disponible à partir de 2022. Mais voilà, déjà, premières images de la formation en ligne. Séquence 2. Comprendre les effets du changement climatique sur la nature et la place de celle-ci dans les politiques climatiques. Sujet 1. Les impacts du changement climatique sur le patrimoine naturel dans les aires protégées et leurs zones d'interdépendance. Le changement climatique, c'est une réalité. Il touche toutes les régions du monde.
Hop, donc voilà, c'est un petit peu pour vous donner, on espère vous donner envie, on va dire, de suivre cette formation à l'avenir. C'est un guide méthodologique, donc ça c'est un des outils, une formation en ligne, mais c'est également aussi une plateforme. Jean-Christophe, je veux bien que tu déroules, s'il te plaît. C'est aussi du coup une plateforme en ligne donc, qui vous permet, on va dire aux différents gestionnaires de se rejoindre pour échanger, partager des ressources sur le changement climatique. Je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à y jeter un coup d'œil et j'en profite aussi pour vous annoncer que c'est à l'occasion du séminaire, un groupe a été créé sur la plateforme et c'est sur ce groupe-là que vous retrouverez l'ensemble des contenus de ces 3 jours de séminaire et bien sûr, bien d'autres choses. Et donc pour finir sur le Life Nature Adapt et revenir sur le contexte du cycle sur l'île de Ré qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui. Ce que ce n'est pas le Life Nature Adapt, ce n'est pas du coup une étude scientifique qui vise à modéliser ou on va dire à étudier les réponses de la nature au changement climatique. Donc revenons maintenant sur l'île de Ré et plus spécifiquement sur la réserve naturelle de l'îlot des Niges. Avant que Jean-Christophe du coup vous expose les réponses que la LPO a apportées aux différentes questions qui ont été posées dans le petit clip vidéo. Donc là, pour revenir sur le contexte du site, cette photo qui illustre bien, on va dire, la vulnérabilité forte du secteur terrestre de la réserve naturelle. Et on comprend donc aisément que le changement climatique et plus particulièrement la hausse du niveau marin peut avoir des conséquences rapides sur le site. Hop. Donc maintenant, si on passe sur le contexte, donc on vient de voir le contexte du site, le contexte au niveau du changement climatique. Comme on l'a vu, les 2 éléments qui sont prégnants pour le site, c'est le niveau marin et puis aussi les phénomènes extrêmes que sont les submersions marines côtières. Donc pour vous donner quelques chiffres, ce qui est intéressant de constater, c'est que sur un passé assez récent, on constate déjà une hausse du niveau marin très locale. Donc pour nous, c'est à l'échelle des Pertuis charentais, avec en à peine 150 ans une hausse calculée de plus 21 cm. Sur les 40 dernières années, entre 1970 et 2010, on constate une hausse de 10 cm. Alors, quelles sont les projections à l'avenir par rapport à cet élément-là, spécifique en lien avec le changement climatique? Donc, on voit bien qu'on est sur une courbe où la tendance ne fait que s'accélérer. Et ce qui est intéressant de comparer, c'est aussi sur un pas de temps identique sur les 40 prochaines années, où on voit bien que le phénomène va s'accélérer. En ce qui concerne les submersions marines, qui est aussi un élément qui est prégnant pour nous sur le site, puisque la réserve est, on va dire, sectorisée par le fait qu'il y a une digue qui traverse la réserve naturelle. Du coup, les fréquences de submersion qui ont pu déjà être observées, donc ça reste une moyenne, donc c'est de l'ordre de 1 fois tous les 11 ans sur les dernières décennies, derniers siècles. Entre 2000 et 2050, les chiffres qui sont annoncés, les projections sont plutôt de l'ordre d'une fréquence d'une fois toutes les décennies et d'une fois annuelle, si on se projette à l'horizon de 2100. Donc voilà, donc on vient de voir le contexte du site, on vient de voir le contexte local par rapport aux éléments changement climatique. Et maintenant, je vais laisser du coup Jean-Christophe vous exposer du coup par rapport à ces éléments-là, en fait, comment le territoire, quelle est la stratégie du territoire pour répondre à ces enjeux-là. Oui, donc pour le territoire, donc la réserve naturelle de l'îlot des Niges se situe au nord de l'île de Ré. Et donc, j'ai un petit souci pour faire avancer. Voilà. Le territoire, la communauté de communes a développé un programme, un PAPI, donc c'est un programme d'action de prévention des inondations depuis quelques années, avec une prévision de renforcement des digues qui protègent les différents villages qui sont au nord de l'île. Donc vous voyez le tracé rouge ici des digues PAPI. Donc c'est une surélévation, un renforcement des digues pour se prémunir des risques de submersion. Vous avez en plus une digue qui va traverser la réserve naturelle, donc qui est en noir ici, et qui donc, elle, n'est pas inclue dans ce programme de protection.
Donc, ce zonage détermine une zone qui fait à peu près 137 hectares de zones terrestres qui vont être submersibles, puisque plus défendues par des digues surélevées. La réserve est dans ce périmètre et donc on a environ 69 hectares sur ce secteur ici qui ne seront pas protégés du risque de submersion. Alors, quel est l'avenir pour la réserve naturelle? Actuellement, nous sommes dans un scénario de maintien des digues. Hein. Les digues sont encore présentes et nous protègent du risque de submersion. On a une certitude, c'est que la partie terrestre de la réserve va se maritimiser dans l'avenir. Hein. Émilien vous l'a présenté, la hausse du niveau marin laisse assez peu de doute là-dessus. Par contre, l'incertitude, elle se situe au niveau de quand ça va se produire. C'est là que la question se pose. Ça peut être à très court terme, à la faveur d'un événement naturel extrême, du type Xynthia qu'on a connu il y a un peu plus de 10 ans, avec une submersion brutale et l'eau qui franchit l'ensemble des digues et qui submerge l'ensemble des marais. La photo que vous avez à gauche est le résultat de la submersion de Xynthia. Ou à moyen terme, environ aux alentours des années 2050, hein, on a évalué par des calculs assez sommaires que en projetant l'élévation du niveau marin et les côtes des plus hautes marées, aux environs de 2050, la mer passerait par-dessus les digues au moment des plus hautes marées. Alors, quelles conséquences de la submersion sur notre espace? Actuellement, on a une biodiversité qui est présente sur la partie terrestre et des fonctionnalités écologiques. Hein, on le voit, des espèces comme ça a été présenté dans la vidéo, un habitat lagune, des présences d'anguilles, des oiseaux qui viennent y nicher ou qui viennent en reposoir de marée haute sur le site. Dans l'avenir, la situation à laquelle on peut s'attendre, c'est la disparition de la partie terrestre et donc une perte de biodiversité et des fonctionnalités écologiques. Ce qui pourrait avoir pour conséquence à l'échelle de l'île de Ré, parce que là je vous rappelle qu'on est juste au nord des marais de l'île de Ré, une diminution du stationnement des populations d'oiseaux d'eau, éventuellement, mais on aura évidemment probablement un gain en surface de présalé. Alors, un petit retour sur l'histoire du site et une approche paysagère, on va dire, de ce site au cours du temps. Dans le passé, ce site, c'était une vasière, hein, très probablement. C'est-à-dire, quand je dis dans le passé, c'est avant le XIIe siècle, avant que les premiers aménagements, les premières poldérisations soient effectuées sur l'île de Ré pour créer des marais salants. On peut imaginer que ce site était une vasière nue avec probablement des herbiers de zoster qui la recouvraient comme actuellement. À partir du XVe siècle, sur ce secteur, des polders ont été aménagés et donc ont été gagnés sur cette vasière. Et donc, on a gagné des lagunes, ce qu'on appelle maintenant des lagunes endiguées, hein, l'habitat lagune endigué. Et aujourd'hui, on est déjà dans une première phase de dépoldérisation. Cette partie ici donc, a disparu, a été regagnée par la mer à la fin du XIXe siècle, et donc a été gagnée progressivement, regagnée par du présalé. Donc on est maintenant sur une zone où on a à la fois de la vasière, des herbiers de zoster et du présalé. Alors, un présalé un peu atypique, hein, qui s'est installé sur d'anciens marais, d'anciennes lagunes, donc qui garde la mémoire, hein, les structures de ces anciennes lagunes, avec une végétation malgré tout typique de présalé. Et donc demain, alors demain, comme je l'ai présenté, on ne sait pas exactement quand, on a déjà, grâce à la première phase de dépoldérisation qui a eu lieu au XIXe siècle, on a déjà une image de ce que ça pourra donner. Hein. On prévoit que ce secteur terrestre, progressivement, certainement, deviendra un secteur de présalé. Donc nous, là-dedans, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que gestionnaire? Quelle stratégie on va adopter? En tant que gestionnaire d'une réserve naturelle, nous, on est responsable d'un patrimoine naturel. Et donc, notre mission, c'est de maintenir dans le futur la diversité biologique du site et ses fonctionnalités. Donc, comment on va répondre à cette mission? On a déterminé 3 leviers d'action. Le premier, c'est de relocaliser les enjeux biologiques
de la partie terrestre, puisque c'est elle qui est menacée, hors du périmètre actuel. Parce que comme on l'a vu, sur le périmètre actuel, il ne sera plus défendu face au risque de submersion. Donc, il faut qu'on trouve une zone de relocalisation derrière des digues un peu plus pérennes. Le deuxième axe, c'est de préparer et d'anticiper la maritimisation sur le périmètre actuel. Et le troisième, c'est d'accompagner les changements au niveau paysager, notamment sur le site. Alors, je vais redétailler ces trois axes. Le premier axe, relocaliser les enjeux de biodiversité. Il faut assurer une gestion en faveur de la biodiversité, des enjeux, des fonctionnalités écologiques du site. On l'a vu tout à l'heure, on a différents enjeux en termes d'espèces ou d'habitat et puis de fonctionnalités. Donc l'idée, c'est de retrouver ailleurs, sur les marais de l'île de Ré, une zone qui soit favorable, et notamment préserver le principal enjeu en termes de fonctionnalité, c'est le reposoir de marée haute pour les limicoles. Sur l'île de Ré, la réserve accueille environ 80% des oiseaux d'eau à marée haute sur son périmètre. Le deuxième enjeu, c'est préparer, anticiper cette maritimisation. Donc, il faut structurer, standardiser les données qu'on a actuellement et les protocoles de suivi qu'on peut avoir actuellement pour avoir un état zéro. Il ne s'agit pas de se retrouver au moment de la submersion et de se dire « ça c'est dommage, telle ou telle donnée, on ne l'a pas mesurée ». Donc il faut mettre en place des suivis ou adapter nos suivis actuels. Le deuxième élément, ça sera de documenter les effets de la maritimisation sur le site. Là, il s'agit cette fois de développer de nouveaux suivis pour être capable de mesurer les effets de la maritimisation sur le site. Et puis, troisième élément, c'est de peut-être commencer à démanteler certaines infrastructures qui existent. Nous, on avait du pâturage historiquement sur la réserve. Le pâturage a été abandonné notamment suite à la submersion de Xynthia qui a emporté une partie du troupeau de moutons qu'on avait. Et donc, au cours de l'évaluation du précédent plan de gestion, on a jugé qu'il n'était pas pertinent de poursuivre le pâturage. Ça, finalement, n'apportait pas beaucoup de choses en termes de conservation. Et donc, ces infrastructures qui sont maintenant plus utiles, on peut déjà commencer à anticiper, à les démonter. Même chose pour certaines infrastructures hydrauliques qui permettent de gérer l'eau dans les lagunes. On peut faire un point, on pourra faire un point sur ce qu'il est utile de démanteler pour éviter qu'au moment de la maritimisation, on se retrouve avec des structures qui soient emportées et qui viennent, entre guillemets, polluer le site. Le troisième axe, ça va être de communiquer, de sensibiliser. Donc d'abord, il va falloir accompagner la perception des publics en lien avec la future modification paysagère du site. Parce que ça va être quelque chose qui va être vraiment très, très fort. On a un fort attachement de la population locale à ces marais. Ces marais ont été aménagés, comme je vous l'ai présenté, au cours des siècles. Et pour la population originaire de l'île de Ré, c'est vraiment un élément culturel extrêmement important. Et il y a donc un fort attachement et le gestionnaire aussi, nous aussi, même si on est là depuis un peu moins longtemps, on a aussi un fort attachement à ce site et donc il faut se préparer à ce que ce site disparaisse, en tout cas se transforme et qui devienne, comme je vous l'ai présenté, un autre paysage qui va être un paysage à l'avenir de Pré-Salé. Donc il faut qu'on accompagne la population locale. On le sait, la perte de ces marais n'est pas pour l'instant envisagée de façon très, très positive par la population locale. Ça reste un recul et c'est quelque chose qui ne sera pas forcément facilement accepté. Et donc, il faudra aussi articuler notre démarche, parce que nous, on n'est qu'une petite partie du territoire. La réserve fait environ 70 hectares pour la partie terrestre, alors qu'il y a 1500 hectares de marais sur le nord de l'île de Ré. Donc, on n'est qu'un petit élément de l'ensemble des marais de l'île de Ré. Et le territoire a une stratégie d'adaptation pour l'instant qui est de relever les digues. C'est la stratégie la plus, on va dire, la plus évidente pour les acteurs locaux. Donc, il faudra qu'on s'insère aussi, nous, dans cette stratégie. Donc, en conclusion, qu'est-ce que nous a apporté le LIFE pour le site? La démarche du LIFE NatureAdapt s'était effectuée pendant la rédaction du nouveau plan de gestion. Donc, ça nous a permis
d'explorer des nouvelles voies en matière de gestion, de réfléchir plus largement qu'à une réflexion sur notre espace sensu stricto actuel, et donc d'aller un peu plus loin dans la réflexion de l'avenir de la réserve. Vraiment, on s'est projeté au-delà des limites de la réserve. Ça a permis aussi de formuler certaines choses, de formaliser, de structurer des idées qu'on pouvait avoir en tête, hein, qui tournaient depuis Xintia, puisque nous, on a eu quand même l'expérience de Xintia, comme je vous l'ai dit, il y a une dizaine d'années. Et donc, on a vu ce que c'était la submersion violente. Et à partir de là, depuis 10 ans, la réflexion avait déjà commencé à avancer sur le fait de qu'est-ce que devient cet espace? Est-ce qu'on va se battre à nouveau pour protéger cet espace? Il faut savoir qu'après Xintia, la première réaction, ça a été de dire il faut remettre en état les digues. Hein. Nos digues avaient été très fortement dégradées, avec même des brèches par endroits. Donc, à l'époque, la réponse avait été de dire il faut remettre en état les digues et on repart comme si de rien n'était. Ça, c'était la réaction vraiment le lendemain, entre guillemets, de Xintia. Mais au fur et à mesure du temps, c'est vrai qu'on s'est interrogé sur non, ça va peut-être pas être la bonne solution, il va peut-être falloir s'adapter autrement. Et donc, on avait un certain nombre d'idées et le live nous a permis de vraiment mettre tout ça à plat et de rentrer dans une méthode très structurée pour communiquer aussi avec nos partenaires. Ça a permis aussi d'enrichir avec des actions nouvelles qui permettent de développer ce volet changement climatique. Jusqu'à maintenant, c'était un discours qui était absent de ce qu'on pouvait tenir comme discours de sensibilisation. Et là, c'est quelque chose qui va rentrer complètement dans les actions de sensibilisation, de parler du changement climatique, et notamment de l'événement Xintia, de le replacer non plus comme un événement ponctuel qui se situe dans une trajectoire historique où on en a connu plusieurs dans le passé, mais comme un événement qui est peut-être un révélateur aussi du changement climatique. Et puis, malgré tout, évidemment, hein, ce programme qui a duré 1 an et demi n'a pas répondu à toutes les questions. On a posé aussi des nouvelles, donc il nous reste des questions qui sont en suspens. Une question qui est vraiment liée à l'avenir de notre site, c'est la digue. Qu'est-ce que notre digue actuelle qui ne sera pas pris en compte dans le PAPI, qu'est-ce qu'on en fait de cette digue, entre guillemets? Est-ce que on considère qu'elle va s'effacer, alors peut-être brusquement en cas d'un événement naturel extrême, ou peut-être plus doucement, entre guillemets, avec l'élévation du niveau marin? Donc, est-ce qu'on la laisse s'effacer, ou est-ce que on l'entretient? On continue malgré tout à colmater les zones de faiblesse pour prolonger sa durée de vie au maximum. C'est une question qui se pose, alors au-delà même du site, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais de notre digue dépend aussi des marées qui sont en arrière. Vous l'avez vu sur une carte, sur la zone bleue que je vous ai présentée tout à l'heure. On a des marées qui sont des marées salant en activité, en dehors de la réserve, mais notre digue protège cette zone. Donc là-dessus aussi, on peut avoir une responsabilité et être interrogé localement pour ça. Et puis, la plus grosse question qui va rester, c'est de la relocalisation de la partie terrestre. Il faut qu'on définisse un secteur favorable. Alors ce secteur, nous, on a déjà poussé la réflexion, là on ne l'a pas présenté, mais beaucoup plus loin, on a déjà défini un secteur qui nous semble le plus favorable avec une petite dizaine de critères qui ont été examinés. Par contre, il faut le partager, puisque là, on n'est plus sur notre territoire, on va empiéter sur le territoire d'autres personnes. Excusez-moi, je m'étais mis un rappel. Voilà, donc mon temps doit être écoulé. On va empiéter sur le territoire. Il nous reste 5 minutes, en fait. Ah, les questions comprises. Donc, en fait, vous avez déjà un peu empiété sur les questions. Je termine, c'est la dernière diapo. Merci. Donc, voilà, ce secteur favorable, il est sur des territoires qui sont des territoires de marée qui ne sont pas dans la réserve naturelle. Donc, il faut qu'on développe une démarche pour que cela soit acceptable localement. Et ça, c'est vraiment l'enjeu qui nous reste à lever. Hein. Le frein important qui reste à lever, c'est de définir un secteur favorable et en collaboration, en concertation avec la population locale. Voilà, écoutez, j'en ai terminé. Je ne sais pas si Emilien, tu auras autre chose à ajouter. Et je suis prêt à répondre à vos éventuelles questions. Merci beaucoup. Alors, il y a des questions, effectivement. Là, on sent que effectivement l'auditoire est quand même plutôt composé de gestionnaires d'espaces protégés, donc on se sent interpellé. Alors, excusez-moi, voilà, il faut que je
me rendre visible quand même. Et alors, il y a deux questions, notamment sur les fonctionnalités de la zone actuellement endiguée, qui donc pourrait disparaître ou en tout cas se déplacer en cas de maritimisation. Et la question, c'est justement, est-ce que l'objectif, c'est de relocaliser ces fonctionnalités en amont? Et puis la deuxième question, c'est plutôt une question de vocabulaire et de façon de présenter les choses. Alors, vous avez bien insisté sur la question des réactions des gens qui sont en général effectivement nombreuses et plutôt réticentes à ce qu'on laisse la mer remonter sur ces espaces-là. Mais notre vocabulaire, justement, mérite d'être regardé précisément, parce que quand vous parlez de risque de submersion sur cette partie-là, c'est déjà anticipé sur le fait qu'il y a un problème. Mais on pourrait parler aussi d'aléas et de choses un peu plus neutres, finalement, de transformation et non de... Il y a tout un vocabulaire aussi qui peut-être mérite d'être regardé pour que finalement on essaye de retirer un peu l'aspect anxiogène de tout ça. Mais ça, c'était plutôt un commentaire finalement qu'une question. Mais la question principale que j'ai notée là, c'est est-ce qu'il y a un objectif de relocaliser les fonctionnalités qui sont présentes sur ces reposoirs de marée haute et comment faire, quoi. Alors oui, l'objectif, c'est totalement ça, effectivement. Hein, c'est la question qu'on se pose. Nous, c'est de trouver une zone où on puisse relocaliser toutes ces fonctionnalités et retrouver une zone où on puisse gérer à nouveau des marées, parce que un certain nombre d'enjeux de biodiversité qui sont dans la réserve existent aussi sur les marais périphériques de la réserve. L'avantage de la réserve, c'est que nous, on va effectuer une gestion pour maîtriser l'hydraulique notamment, et pour donc pouvoir retrouver ces fonctionnalités sur un autre espace où on va pouvoir accueillir les mêmes espèces et retrouver les mêmes fonctionnalités qui sont… L'enjeu principal pour nous, c'est vraiment la fonctionnalité reposoir de marée haute pour les oiseaux, puisque c'est vraiment la zone principale, et donc il faut qu'on ait une zone de quiétude. Donc ça, la réserve peut vraiment apporter ça, hein, une zone où on maîtrise complètement les activités, la fréquentation, et puis où on va gérer aussi les niveaux d'eau pour que ces espèces d'oiseaux puissent venir se reposer sur des marais où le niveau d'eau est favorable à leur stationnement. Juste la façon dont est-ce qu'il y a la disponibilité foncière pour ça? Alors, pour l'instant, sur la zone qu'on envisage, disponibilité foncière, oui, il y a du marais, hein, je vous l'ai dit, il y a 1500 hectares. Nous, on a identifié une zone où il y a pratiquement à peu près 70 hectares, où il n'y a pratiquement aucune activité économique dessus, et qui est dont la maîtrise foncière est assurée à peu près à, je crois, 60% par le Conservatoire du littoral. Donc, on a déjà alors ça fait partie des critères qu'on avait examinés pour identifier une zone. On a une zone, voilà, à peu près équivalente en surface, avec pratiquement aucune activité économique et une maîtrise foncière du conservatoire. Malgré tout, ça ne solutionne pas tous les problèmes, hein, puisque on a des marais qui appartiennent à des privés localement. Donc, rien ne dit qu'ils seront d'accord pour entrer dans la réserve naturelle, même s'ils n'en font rien actuellement. Et puis, il y a des habitudes locales, hein, de fréquentation de ces zones de marée. Et nous, c'est vrai que si on pouvait les classer en réserve naturelle, en termes d'accès sur le site, ça peut poser problème, quoi. On peut réduire les possibilités d'accès au site, ce qui peut être très mal perçu par la population locale. On a encore, nous, la réserve à 40 ans. 40 ans après, on a encore des gens qui nous disent « Oui, mais avec votre réserve, on ne peut plus aller se balader là où on se baladait avant ». Donc, on voit bien que c'est pas simple. Alors, il y avait également une question, mais je ne sais pas si on aura le temps de la traiter, sur justement les outils de sensibilisation des publics. Est-ce que vous utilisez le maraudage, les médias sur site, travailler avec les partenaires locaux? Alors, je n'aurai pas le temps de développer, mais en deux mots, qu'est-ce que vous essayez de privilégier comme moyen d'action dans ce domaine? Alors,
Sur le site, nous, on a une maison d'accueil qui s'appelle la Maison du Fier, qui porte le nom justement des 7 zones de marée, donc qui est déjà un moyen de sensibilisation extrêmement important. Il y a plusieurs milliers de personnes qui passent tout au long de l'année. Et puis, on effectue des sorties très régulièrement le long de la réserve naturelle. Donc, il y a aussi de nombreuses possibilités de découvrir la réserve naturelle. Et puis aussi, alors vous parlez de maraudage, pour l'instant pas de maraudage, mais on a aussi des points d'observation, c'est-à-dire que des points fixes avec un petit élément mobile où on déplie quelques panneaux et où on peut informer le public. Le problème, c'est qu'on va toucher, nous, l'île de Ré, je pense que tout le monde connaît et mesure ce que ça peut représenter en termes de tourisme. Donc on va toucher énormément les visiteurs de passage. Et on va avoir plus de mal à toucher la population locale. Donc c'est là-dessus qu'on doit aussi travailler sur adapter les moyens pour toucher cette population locale et se rapprocher d'elle.